Allez, c'est parti, enregistrement de ce nouveau podcast. Alors là, ce sera un podcast en solo pour une fois, donc on va parler de ma TDS. Je vais tout de suite couper mes notifications, comme ça on ne sera pas dérangé durant notre épisode. Alors, qui suis-je? Déjà, je m'appelle François Hinault, si vous ne me connaissez pas et que vous venez de découvrir le podcast grâce à la TDS, bienvenue sur le podcast L'Instant Outdoor. Vous êtes les bienvenus ici, tout le monde est accueilli les bras ouverts, donc je vous souhaite la bienvenue. Alors, je m'appelle François Hinault, j'ai un DU trail running que j'ai passé à Grenoble, je suis passionné de trail et de sport outdoor en général, et ici sur le podcast, je reçois des professionnels de santé, des aventuriers, des gens qui ont des histoires à raconter tout simplement, qu'ils soient athlètes élites ou pas, et qu'ils ont une belle histoire à raconter. Tout le monde est le bienvenu. Voilà, donc je crée du contenu. Je suis aussi organisateur du Grand Raid du Finistère. C'est un trail qui, à l'heure où je vous parle, est à ses tout débuts, ses prémices. C'est un tout petit trail. Peut-être qu'il aura un bel avenir. Dieu seul le sait. Mais comme il n'est pas bavard, il nous a pas donné l'info. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Parce que à l'inverse des podcasts que je fais d'habitude, des podcasts d'habitude c'est une conversation. À l'origine ça s'appelait Café Trailer. C'est comme si je rencontrais mon invité dans un café et puis qu'on se rendait compte qu'on était tous les deux passionnés de sport outdoor et principalement de trail, et qu'on commençait à parler. Alors, aujourd'hui, podcast un petit peu différent parce que je vous ai posé la question de savoir sur mes réseaux, sur la planète Trail, sur Instagram et Facebook, je vous ai demandé de quoi vous vouliez qu'on parle durant cet épisode. Donc, j'ai récolté un petit peu toutes les questions qui sont venues, qui sont apparues et qu'on m'a posées. Et puis, je vais les agrémenter de mes retours, de mon expérience et puis de mes petites anecdotes couplées avec toutes les infos que j'ai pu recueillir durant tous ces enregistrements. Parce que aujourd'hui, cet enregistrement, c'est le 200e enregistrement du podcast. Alors, ça fait des heures et des heures et des heures de contenu. Vous pourrez bientôt écouter presque un podcast par jour pendant un an. Pas encore, mais bientôt. C'est une grande fierté pour moi d'être arrivé à ce nombre d'épisodes qui est un petit peu symbolique. On passe encore une centaine. Voilà, c'est toujours un succès, c'est toujours un petit succès qu'on a envie de fêter, et je me suis réservé l'épisode 200 pour ce débriefing de la TDS qui était mon plus grand objectif de cette année 2022. Voilà, alors si tu nous écoutes en 2032, sache que tu es également le bienvenu et que tu as peut-être 8000 épisodes de retard, je ne sais pas. Alors, donc un petit rappel de l'année N-1. Donc l'année dernière, j'étais déjà engagé sur cette TDS. Donc je fais partie des gens qui ont été stoppés à Bourg-Saint-Maurice. Et l'année dernière, c'est une année qui a été hyper intense parce que c'est l'année où je me suis lancé à plein temps sur la planète Trail, sur la création de contenu, sur le podcast. C'est aussi l'année où j'ai passé le DU Trail Running. C'est aussi l'année où j'ai eu une petite fille qui a eu des problèmes cardiaques, qui s'est fait opérer 2 fois du cœur et qui, grâce à Dieu ou grâce à la science, grâce aux médecins surtout, aujourd'hui va très bien. On a même de belles ambitions pour elle sportives. Elle nous a même dit, la cardiopédiatre, qu'elle pourrait faire du sport. Donc voilà, ça c'est une histoire qui est pas loin d'être derrière nous. Mais n'empêche qu'il y a eu ça l'année dernière. Il y a eu un début d'année stressant avec la fin de mon emploi et le début de cette aventure entrepreneuriale. Il y a eu des aventures qui se sont lancées, d'autres qui se sont arrêtées, et il y a eu presque un ultra trail tous les 2 mois parce que j'ai été victime du créateur de contenu qui veut exister sur YouTube et sur les réseaux et qui se croit invincible. Je n'ai aucune honte à le dire, ça fait partie de ma vie, c'est comme ça, c'est des échecs qu'on fait, des apprentissages. Je me suis cru invincible et donc à la fin d'année, donc en décembre, donc l'année se terminait en début d'année par le grand défi du Minestrail, un petit 54 le matin dans la boue, dans la nuit, dans la pluie, dans le vent, et qui s'est terminé avec un 34, donc tu reprends un départ le soir, donc avec une boucle que tu as déjà fait dans le fameux circuit de 54 du matin. Et à la suite de ça, donc ça c'était le samedi ou le dimanche, je ne sais plus, le mercredi, je reprends
et là, douleur. Une douleur qui ne m'a pas quitté jusqu'au mois de janvier. Et là, le kiné qui me dit, bon, faut que tu ailles voir un médecin du sport qui me dit, il faut faire une scintigraphie, sanction, fracture de fatigue. Fracture de fatigue, tu peux rien faire, juste attendre. Et donc, il n'y a rien à faire pour le soigner. Et donc, je n'ai pas pu courir pendant tout ce début d'année 2022. D'où, on en parlera tout à l'heure, de ce volume de prépa en course à pied qui est pas ouf. On en reparlera tout à l'heure. Donc un début d'année très particulier, puis avec une volonté de changer mon mode de fonctionnement, de ne plus faire des ultras tous les 2 mois, et puis de préparer plus sérieusement 1 voire 2 objectifs dans l'année, et d'aller chercher plus de plaisir sur l'événement, une meilleure préparation, et finalement un événement qui se passe un peu mieux. Alors, sachant tout ça, eh bien, avec cette déception sur la TDS précédente que je n'ai pas pu terminer, eh bien, je me suis dit, allez, c'est reparti, on retente l'aventure. C'est parti pour la TDS 2022, ce sera mon objectif principal de l'année. Voilà. Alors, là, maintenant, je vais vous parler du programme de notre conversation. On va faire ça en 3 parties, avant, pendant, après, et on va parler de la période avant. On m'a posé des questions sur l'affûtage, la préparation, l'appréhension, combien de temps de préparation, comment on fait pour s'inscrire. Donc le pendant, on va parler de la nuit, le sommeil, comment est-ce que je l'ai géré, le mental, l'assistance, l'alimentation, l'hydratation, les difficultés, l'ambiance, paysage. Et l'après, on va parler de la récupération et l'eau finisher et un petit peu du matériel que j'ai utilisé, voire mon retour sur le matériel que j'ai utilisé. Voilà, donc ça fait un programme riche, un programme intense. Pour ne rien vous cacher, c'est la 2e fois que j'enregistre ce podcast parce que le premier, le son était dégueulasse. Il y avait un espèce d'écho derrière pour une raison que je ne connais pas. Et du coup, comme je ne suis pas du genre à me laisser abattre, eh bien je recommence ce podcast, mais je ne suis pas du genre non plus à faire 2 fois les mêmes erreurs. Et donc, j'ai décidé d'investir dans du matériel de plus grande qualité sonore. Donc j'espère que ce podcast et les suivants seront d'une qualité sonore significativement meilleure que les précédents. Voilà, allez, c'est parti pour le programme de la TDS 2022. Alors, l'avant. Là, j'aurais pu mettre un petit jingle. Là. Ting, 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 ting. Voilà, jingle. Alors l'avant, donc la période d'affûtage, on m'a demandé de comment est-ce que j'avais géré cette période d'affûtage. Alors dans une préparation, on distingue souvent 3 phases, la période de développement, la période spécifique et la période d'affûtage. La période de développement, c'est là où vous allez travailler le renforcement musculaire, que vous allez travailler le développement de votre capacité d'endurance, voilà, de façon générale. La période spécifique, je la fais dans les grandes lignes. La période spécifique, c'est là où vous allez travailler spécifiquement les difficultés du trail que vous êtes en train de préparer. Donc là, typiquement, eh bien, ça va être le dénivelé, un petit peu de technicité. Si vous êtes sur un trail qui est très plat, eh ben, ça ne sert à rien de faire du dénivelé si vous voulez préparer spécifiquement ce trail-là. Et la période d'affûtage, c'est une période où on va lever un petit peu le pied sur les dernières semaines et où on va laisser le corps récupérer un maximum et ce qu'on appelle des fois faire du jus. Donc le corps va produire comme s'il continuait à s'entraîner et du coup ça va vous faire arriver dans une période où vous allez arriver à une forme du tonnerre, quoi. C'est un peu ça l'idée de cette période d'affûtage. Alors c'est vrai que la période d'affûtage, c'est une période où du coup vous allez avoir l'impression de ne rien faire, peut-être d'être en train de perdre du temps, ou alors à l'inverse, si vous avez fait un peu moins avant, vous allez avoir envie de rattraper le retard, ou alors de vous rassurer en allant mettre les baskets, et parfois d'en faire un petit peu trop. Alors moi je n'ai aucun mal avec cette période, parce que je sais, en fait, on connaît les mécanismes qui se font pendant cette période-là.
Et le fait de savoir en fait que votre corps est en train de produire, de faire du jus et que là c'est pas là que ça se joue, c'est terminé. Les dés sont jetés, les 15 derniers jours, les 3 semaines qui précèdent un ultra, eh bien c'est joué. Là maintenant l'objectif c'est d'arriver frais, d'arriver en n'ayant aucune douleur, nulle part, ni au genou, ni au tendon, ni nulle part, d'être frais, d'être reposé, d'être bien préparé. Et ça fait partie de la préparation. Donc cette période d'affûtage, moi c'est une période où je fais la dernière, même les 2 dernières semaines où je ne fais quasiment rien, peut-être un peu de vélo, des séances de course à pied, mais vraiment à allure très lente, du renforcement musculaire, mais sans forcer, sans aller chercher vraiment au bout, taper dans les réserves, ou avoir des courbatures derrière. Non, là on se préserve et puis on s'affûte. Voilà, cette période-là, elle sert à ça. Alors, ma préparation, donc vous avez été surpris sur mon Strava, c'est une question qui est revenue souvent. La course, enfin, j'en ai pas fait beaucoup de course à pied finalement en début d'année, ni même en vélo. Et j'ai fait une petite comparaison avec Mathieu Blanchard, que j'ai reçu sur le podcast d'ailleurs au mois de juillet, donc juste avant qu'il fasse 3e à l'UTMB, donc l'année dernière. Donc c'est un très chouette épisode que je vous invite à écouter. J'ai fait une petite comparaison de notre volume de prépa au jour où j'enregistre là, et donc donc moi j'ai fait 720 km depuis le début de l'année en comptant la TDS, avec 21 000 de dénivelé positif. En comptant la TDS, hein. Donc, sachant que la TDS il y a déjà 9000, donc presque la moitié. Et Mathieu, lui, il a fait donc 1600 km et 100 000 de dénivelé, donc ce qui fait presque 9 fois plus que moi, parce que voilà, il faut m'enlever les 10 000 de D+, lui. Donc ça fait, allez, sans compter la TDS, ça fait du 10 000 de D+, pour moi et du 90 000 pour lui, en gros, hein, j'arrondis. Donc 9 fois plus de dénivelé positif et 2 fois plus de kilomètres. Et en vélo, on est à peu près sur le même nombre de kilomètres, donc 530 km pour moi et 687 km pour lui. Et là, par contre, en dénivelé positif, et ben là, il fait le double. Donc moi, je suis à 6000, lui à 12 750. Donc on voit que l'accès, enfin là où il faut axer plus de préparation, c'est sur le dénivelé pour progresser. Clairement, et c'est d'ailleurs, on le verra dans le pendant, c'est là où j'ai pêché. Voilà, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, mais donc dans ma préparation, c'est quelque chose qui est un petit peu difficile parce que j'habite en Bretagne. Il faut que j'essaye de faire plus de dénivelé. Donc voilà, c'est vrai que le volume était faible. Maintenant, en plus de ça, et ça c'est quelque chose que je ne mettais pas sur Strava, maintenant je vais commencer à le mettre parce que ça peut vous apporter de la valeur de voir les séances de renforcement musculaire que je fais. Vous pouvez les copier, vous aussi vous les faire. Moi je suis dans une salle de CrossFit, donc j'ai des entraîneurs qui sont là pour corriger des positions, j'ai accès à du matériel, donc forcément toutes les séances vous n'allez pas pouvoir forcément les faire, mais au moins vous en inspirez. Et donc là, 3 séances de renforcement musculaire par semaine, donc CrossFit, avec 2 séances qui sont axées dans ce qu'on appelle un WOOD, donc avec un travail de renforcement sur une zone en particulier, un travail d'un mouvement en particulier, et en plus de ça, une séance de conditioning. Donc là, ça va être du cardio, on va travailler avec des charges qui vont être légères, voire même pas de charge du tout. Ça peut être un 10x400, une séance de conditioning. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai organisé ma semaine en préparation, donc avec 3 séances de renforcement musculaire, 2 de course à pied ou une de course à pied et une de vélo. Voilà, donc ça fait finalement peu de séances de course à pied, mais malgré tout ça fait quand même presque une séance de sport tous les jours, voilà, sauf un jour par semaine. Ce qui fait quand même pas mal. Donc, en gros, j'étais entre 5 et 6 séances par semaine. Donc ça fait quand même beaucoup de sport si on fait le calcul comme ça. Et donc finalement, moi, ma préparation, je la trouve plutôt bonne, même si là maintenant, je vais accentuer sur le volume de course à pied. Mais pour rappel, il y avait quand même ce problème de fracture de fatigue qui m'a empêché de faire beaucoup de courses à pied, faut le reconnaître.
Alors, on m'a demandé aussi si j'avais eu de l'appréhension avant le départ. Pas du tout. Je me sentais prêt, en fait. Je me sentais prêt, je me sentais reposé. Le seul truc qui m'a un peu embêté, c'est que le départ était à minuit et que le lundi, j'avais l'enregistrement de 2 podcasts, donc ils sont déjà sortis, un avec Fred Souchon, qui est au PGHM de Chamonix, et l'autre avec Laure Desmurs, qui est athlète Simalp et qui vient de devenir maman. Et donc j'ai fait ces enregistrements-là le lundi, et le lundi à minuit on partait. J'aurais bien voulu faire une sieste en fin d'après-midi pour pouvoir déjà reposer un petit peu, et puis finalement tu manges et puis tu vas te coucher. Si tu arrives à t'endormir, tu peux vite dormir 3 heures et puis prendre le départ, et puis tu pars avec déjà 3 heures de sommeil, ce qui est quand même pas mal. Et là, j'ai pas réussi à dormir du tout de la journée, et j'étais déjà debout depuis 7 heures le matin. Donc finalement en fait je suis parti, j'étais déjà un peu fatigué, je bâillais beaucoup, et ça en fait c'est ça qui m'a un petit peu embêté. Et sur les prochains départs où le départ sera comme ça à cette heure-là, qui est une heure un peu bâtard je trouve, il y a la diagonale qui fait ça aussi, départ à minuit. Eh bien, je vais essayer de faire des exercices de type sophrologie. Même là, j'ai des exercices de méditation qui d'habitude le soir quand j'arrive pas à m'endormir, je mets un petit bambou là et puis je m'endors facilement sans entendre la fin de la séance. Et là, impossible, rien à faire, j'arrivais pas à dormir. Alors, il paraît que pour beaucoup c'est pareil, personne n'arrive à dormir. N'empêche que là encore, moi c'est pareil, je ne me contente pas d'un ouais, c'est pareil pour tout le monde. Non, non, j'essaie de trouver des mécanismes, des solutions. Et si on m'a parlé de sophrologie, bah, j'essaierai. Je vais essayer faire de la sophrologie pour m'endormir finalement quand je veux. Et je vais aussi essayer d'aller chercher des enregistrements de podcasts avec des navigateurs, parce que les navigateurs, eux, ils s'endorment quand ils veulent sur leur bateau. Ils sont dans des conditions affreuses là, et puis ils arrivent à dormir. Alors ils sont cramés, ils sont fatigués, beaucoup plus que je ne l'étais sûrement, mais toujours est-il que je pense qu'il y a des techniques pour s'endormir et qu'il faut que j'aille les rechercher et m'en inspirer. Combien de temps de préparation? On m'a demandé ça avant de participer à la TDS. TDS 145 km, 9100 D+, un terrain qui est réputé technique, plus technique que l'UTMB. Combien de temps de préparation? Eh bien, moi je dirais que ça va dépendre de votre capacité, votre passé de sportif. Si tu es un ancien cycliste pro et que tu décides de te mettre à la course à pied, eh bien forcément tu mettras moins de temps à préparer une épreuve comme ça que celui qui est en surpoids, qui n'a jamais fait de sport de sa vie. Donc répondre de façon générale à cette question-là, et ça me semble pas correct. Alors moi je vais te donner mon cas. Ça fait 7 ans que je fais du trail. J'ai commencé la première année en faisant un 20 km, un nocturne. C'était mon tout premier trail. J'étais fracassé pendant une semaine. Et puis l'année d'après, j'ai fait mon premier 50 en début d'année. En fin d'année, j'en ai fait un autre. L'année d'après, j'ai fait 7 trails de 50 km. L'année d'après, j'ai commencé à faire les 80. L'année encore après, je suis passé à 100. Et l'année encore après, je suis passé à 120. Et tu vois, 7 ans après, j'arrive à une distance de 145 km. Donc, augmentation très progressive, avec aussi pas que des trails, des épreuves du type GR20 en 5 jours, puis en 3 jours, pour apprendre à avoir cette capacité d'autonomie, de connaître son matériel, de connaître son corps, de ne pas paniquer dans des situations qui sont un peu difficiles, un peu compliquées. Si on se tape un orage, une flotte, au contraire, si on a chaud, si on est déhydraté, voilà, d'essayer aussi d'aller chercher tous ces leviers-là, d'aller chercher de l'autonomie, d'aller chercher de la persévérance, de la discipline, de se lever alors qu'on ne nous attend pas. Voilà, d'aller chercher ces choses-là. Ça fait partie de la préparation, et pour moi ça prend du temps. Donc mais par contre c'est pas impossible, voilà, faut juste se laisser le temps, ne pas brûler les étapes, surtout d'y aller progressivement. C'est un truc qu'on répète tout le temps: progressivité, blablabla. Même si ce sont des épreuves qui font rêver, bah, il y en a plein d'autres, et donc allez-y step by step, mais gardez cet objectif en tête, et donc pour le préparer correctement. Alors on m'a demandé aussi comment s'inscrire et si tout le monde peut s'inscrire. Alors le système d'inscription des courses UTMB, ça devient un peu compliqué. Il faut des running stones, aller participer à des courses by UTMB, et là en fait clairement moi déjà je m'y connais pas, parce que pour ne rien vous cacher, j'ai la chance de pouvoir bénéficier de Dossard Press. Donc ce système d'inscription
je passe outre, donc j'ai pas eu à le faire moi-même, donc c'est difficile d'en parler. Et en plus, bah voilà, je suis pas calé, et puis ben ça risquerait de changer par rapport à ce que je dis là. Donc le mieux, c'est d'aller sur le site de l'UTMB, de voir si vous pouvez vous y inscrire, si vous avez fait les courses qui font. De toute façon, si vous créez votre espace coureur, vous verrez le nombre de courses que vous avez fait avant, si vous avez les points nécessaires, et si c'est ok. Personnellement, moi, je pouvais pas faire l'UTMB, par exemple, parce que j'avais pas les points. Parce que même si j'ai Dossard Presse, il faut quand même que j'ai les points avant, voilà, ce qui est quand même logique. Faut montrer patte blanche avant de s'inscrire à ce genre de course. Voilà, donc pour l'inscription, je vous invite à aller sur le site de l'UTMB et vous aurez toutes les infos qui seront bien mieux détaillées, bien mieux expliquées. Au moins, vous êtes sûr d'avoir les meilleures infos à jour plutôt que ce que je dirais. Je risquais de dire des conneries là. Alors voilà pour l'avant, on va du coup maintenant passer au pendant. J'en parlais juste avant que la nuit, donc tu démarres à minuit le trail et comment est-ce qu'on gère la nuit, comment est-ce qu'on fait avec ce manque de sommeil, qu'est-ce qui peut te faire tenir et on m'a aussi posé des questions sur ma frontale. La nuit, bah moi je savais très bien que j'allais passer 2 nuits dehors. Première fois, c'était la toute première fois que je passais 2 nuits dehors, même si sur le GR20 en 3 jours que j'ai fait en septembre 2021, d'ailleurs vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, il y a une vidéo dessus, euh, voilà, que j'aime beaucoup, même revoir. C'est une des seules vidéos que je regarde. Ça fait un peu narcissique de dire ça, mais ça me rappelle de très bons souvenirs, donc c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, pour me rappeler des aventures faites. Euh, donc, comment gérer la nuit? Eh ben, ça, c'est mon plus gros problème. Donc, je vous l'ai dit, j'ai eu du mal à m'endormir, j'étais déjà fatigué au départ. Donc, je savais que j'allais partir pour au moins entre 33 et 35 heures. Voilà, c'était mes estimations. Et ben, ça n'a pas manqué. C'est là où j'ai le plus souffert, où j'ai eu vraiment du mal. Et en fait, euh, y- prendre du café, prendre des trucs hyper sucrés pour avoir l'énergie, prendre enfin, la caféine, enfin des trucs qui vont essayer de cacher un peu ce sommeil, essayer de se booster un petit peu, bah, au bout d'un moment, en fait, ça marche plus. Et moi, je sais que quand je manque de sommeil, déjà, je deviens désagréable, j'ai très peu de patience. Euh, voilà, donc j'ai besoin de dormir et puis en fait, j'arrive pas en fait à lutter contre le sommeil. Il y a des gens qui font ça très bien, qui y arrivent. Moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et en fait, bah, la meilleure façon que j'ai trouvé de gérer ça, eh ben, c'est tout simplement de dormir. Mais par contre, de dormir dans des conditions qui sont pas forcément idylliques. Donc, je me suis couché plusieurs fois sur le bord du sentier, dans l'herbe, vraiment au bord du sentier. Et finalement, en fait, quand on se couche, enfin, c'est vraiment dans des moments où on sent ses yeux qui se ferment tout seuls. Tu couches, tu te dors tout de suite. Je parlais des navigateurs là juste avant qui étaient cramés, qui devaient s'endormir tout de suite. Bah, je pense que c'est un peu ça qu'ils vivent. Euh, et en fait, donc, je me réveillais automatiquement quand il y avait d'autres coureurs qui passaient à côté, peut-être en faisant un peu de bruit, peut-être en parlant. Et bien, naturellement, en fait, ça me réveillait sans mettre de réveil. Alors, c'est un peu joueur, hein, parce que si tu te réveilles 3 heures après, bon, bah, t'as peut-être la barrière horaire qui t'a rattrapé et fait chier, quoi. Euh, donc ça, tout le monde ne le ferait pas. Moi, je sais que ça a bien marché pour moi. Et donc ça, c'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner si vous êtes comme moi, si vous avez un peu du mal à gérer ce manque de sommeil. Et des fois, il vaut mieux dormir 10 minutes et gagner en vigilance et puis repartir en ayant le sentiment d'être plus reposé. Et du coup, au final, on gagne du temps. On a l'impression d'avoir perdu 10 minutes, mais en fait, on va les rattraper largement juste après. Donc le sommeil, c'est comme ça que je l'ai géré. Et puis en plus, donc à Beaufort et au Contamine, donc base vie 2 et 3, et bien là j'ai pour le coup j'ai fait une vraie sieste. Donc là sur un lit, donc sur un lit qui est mis en place par l'organisation. Alors sur ça c'était vrai à Beaufort et donc ça il y a une pièce où on peut dormir. Vous l'avez peut-être vu sur ma vidéo. Alors je suis en train de taper en même temps là sur mon ordi profil TDS 2022, comme ça je vais pouvoir vous donner les kilomètres et tout en même temps que je parle. J'avais oublié de le mettre à mon écran. Voilà, c'est maintenant fait. Et comme j'ai du mal à faire deux choses en même temps, je suis obligé de
le faire comme ça. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Hop. Et voilà. Maintenant, j'ai le profil sous les yeux. Alors, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc à Beaufort, donc kilomètre 92, eh bien, on peut dormir avec un lit qui est installé. Et au Contamine, j'ai redormi 20 minutes, mais là, pour le coup, c'était sur un banc. Mais par contre, j'ai dormi vraiment comme un bébé, quoi. Et là, l'erreur que j'ai fait, c'est juste avant. Au col du Joly, il y a un petit ravito et en fait, je sais pas pourquoi, quand je suis rentré dans le ravitaillement, j'ai eu un coup de barre et là, je me suis dit non, je peux pas dormir là. Et il y avait rien en plus et du coup, je me suis dit allez, bon, si t'as vraiment envie, ben allonge-toi sur des dalles en bois et enfin sur un parquet en bois et puis en fait chaque coureur qui passait ben ça faisait secouer, ça faisait vibrer le sol et donc j'ai quasiment je devais dormir 5-10 minutes tout casser. Donc voilà comment est-ce que j'ai géré pour la partie sommeil. Et donc la frontale, alors j'en avais deux, c'est obligatoire. Donc j'ai la frontale Stutz donc c'est la Stutz Kiska 2 qui est très bien, elle est très légère. C'est une frontale où tu appuies, tu augmentes l'intensité, tu restes appuyé, tu la baisses, voilà. C'est très simple, même un seul bouton. Et donc ça c'était la première nuit, et la deuxième nuit j'ai fait la deuxième avec la Gollum Pium Plus. Qui est pas mal aussi, qui est un peu plus lourde, mais qui a un mode où en fait elle règle l'intensité en fonction de ta vitesse et de la technicité du terrain. Donc c'est pas mal aussi, ça me permet d'éviter de régler l'intensité lumineuse. Donc voilà comment est-ce que j'ai fait pour gérer la batterie, mais en fait avec ces deux frontales là, j'avais encore de quoi faire une deuxième, une troisième, voire une quatrième nuit sans problème. Alors, ensuite, on m'a demandé aussi, plutôt sur le sujet du mental, 39% d'abandon, est-ce que ça a influencé ma course? C'est une donnée que j'avais déjà avant. En fait, je savais j'avais la notion de 40%, donc on se rapproche. Et je le savais en fait qu'il y avait déjà ce taux d'abandon qui était hyper fort. Maintenant, en fait, comme moi, j'ai jamais abandonné sur une course. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais eu cette crampe du cerveau qui t'oblige en fait à rester à un ravitaillement. Eh bien, j'étais pas du tout inquiet en fait avec ce sujet-là de l'abandon. C'est un truc qui n'est pas une option pour moi. Et en fait, comme j'ai aussi rarement été inquiété par les barrières horaires, je me sentais pas non plus menacé. Je les ai même pas regardées. J'avais pas conscience du tout de mon avance sur les barrières horaires ou non. Bon, au final, je termine 397e sur, je sais plus, 1007, 1008. Donc, effectivement, en fait, les barrières horaires, elles étaient très largement derrière. Euh, donc, non, pas plus inquiet que ça, avec ce taux d'abandon qui est important, presque un coureur sur deux, hein, enfin, ouais, 4 sur 10. Ça fait quand même beaucoup de coureurs, sachant qu'il y en a beaucoup qui abandonnent à Beaufort. Alors, pourquoi est-ce qu'ils abandonnent à Beaufort? C'est simple. Et moi, ça me fait toujours marrer cette raison parce que, enfin, elle est tellement rationnelle. En fait, quand tu arrives à Beaufort, eh bien, tu as deux options. Donc, tu es au kilomètre 92, tu viens déjà de passer une nuit dehors. Moi, je suis arrivé là-bas, c'était début de soirée, il faisait jour, je suis ressorti, il faisait nuit. Tu as deux options. La première, c'est d'aller te taper encore un, deux, trois cols, ouais, dont deux sérieux. Donc, tu as cette première option. Ou tu as le bus qui te ramène à la maison et tu peux aller te coucher dans un lit. Donc t'as une deuxième nuit dehors avec des cols, ou t'as un bus qui te ramène à la maison et tu vas te coucher dans un lit. Voilà. Bon, là, la question se pose quand même. Donc du coup là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon en fait à cet endroit-là, et au final, ben tu gagnes beaucoup de place à cet endroit-là parce que beaucoup ne repartent pas en fait. Donc c'est pour ça quand ceux qui suivaient sur Lifetry, à un moment on me dit ouais, t'avais de l'avance de ouf, qu'est-ce que t'as fait dans la montée, t'as rattrapé énormément de monde. Bah non, en fait je les ai pas rattrapés, c'est juste qu'ils sont pas repartis. Donc ça se trouve ils sont arrivés avant moi, mais comme ils sont pas repartis, bah j'ai gagné des places. Voilà. Donc voilà, ce sujet de l'abandon n'a pas été très compliqué pour moi. En fait, il y a un sujet qui dans la préparation mentale qui revient tout le temps, c'est de trouver sa motivation, de se motiver, un peu
en mode blockbuster américain là qui va te motiver, te booster, te donner de la patate et tout. Sauf que ça dure un temps. Et au bout d'un moment, en fait, cette motivation-là, c'est un sentiment et ça baisse, ça baisse, ça baisse. C'est comme si tu as des moments où tu es triste, tu as des moments où tu es plus joyeux, et ben tu as des moments où tu vas être plus motivé, d'autres tu vas l'être pas du tout. Et ces moments où tu n'es pas du tout motivé, en fait, si tu n'as pas un truc qui s'appelle la discipline, si tu n'as pas un truc qui s'appelle la persévérance, et ben tu as beau avoir vu tous les blockbusters américains ou tous les trucs qui te motivent au monde, si ce sentiment-là n'est plus le présent, mais que tu n'as pas toi la discipline et la motivation, et non pas la motivation, la persévérance pour continuer malgré tout, eh bien ça va pas le faire et tu vas forcément devoir abandonner parce que ton cerveau en fait ne va pas te laisser le choix. Et c'est ce qu'on appelle une crampe du cerveau. C'est comme si tu avais une crampe au mollet en fait. La crampe au mollet, tu peux pas courir. Tous ceux qui ont eu des crampes, ils le savent très bien. Tu peux plus bouger. Voilà, ça te cloue au sol. Et ben en fait l'abandon, quand ça te tombe dessus, ton cerveau ne te laisse pas d'autre option. Beaucoup te disent ça. Souvent, après, tu ne regrettes. Tous ceux qui ont abandonné te disent ça et disent, mais en fait, au moment, je voyais pas d'autre option. C'était pas possible. Alors, on exclut évidemment tous les problèmes médicaux, soit les problèmes digestifs, soit les problèmes de genoux, de chevilles, que sais-je, voilà, tout type de problèmes de santé ou les problèmes de rattrapage de barrières horaires, mais en fait la fissure du mental, la crampe du mental, ça existe aussi, c'est pas anodin, et ça aussi, pour moi ça se travaille, voilà, et ça se travaille par acquérir de la discipline et de la persévérance. Alors comment on fait ça? Eh bien dans mon cas, moi je suis pompier depuis 15 ans, je suis habitué à me lever la nuit pour aller, quand ça décale. La dernière chose que j'ai envie, c'est de sortir de mon lit quand je suis fatigué, mais pourtant j'ai pas le choix, donc j'y vais, je suis obligé, donc j'y vais. Et bien en fait tout ça depuis 15 ans, ça c'est quelque chose qui a travaillé ma discipline, ma persévérance, et de façon plus courante, sans forcément être pompier, mais tous ceux qui sont parents, qui ont leurs enfants qui pleurent la nuit, eh bien, où tu es obligé de te lever et que tu peux pas juste fermer la porte, mettre des boules caisses, c'est pas humain, t'as pas le droit de faire ça. Même si des fois, il vaut mieux faire ça que de le secouer, on est bien d'accord. Mais bon, voilà, ça travaille la discipline, d'avoir des moments aussi au travail, qui sont parfois difficiles, de faire des tâches qui sont chiantes, ça travaille ta discipline, ta persévérance, d'aller s'entraîner quand tu as prévu de t'entraîner et pas de claquer la porte et de te mettre dans ton canapé et claquer la série Netflix, ça aussi ça travaille la discipline et la persévérance. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là du quotidien qui font que tu vas travailler ta persévérance, ta discipline et que tu vas finalement jamais avoir l'option dans ta tête que l'abandon est une option. C'est pas possible, ça n'a jamais rentré en ligne de compte, c'est pas possible, c'est pas négociable. Voilà. Tu trouveras une solution, tu trouveras une adaptation, ton corps va s'adapter, ton corps va réagir, mais l'abandon n'est pas une option. Voilà, dans mon cerveau, ça n'existe pas. Est-ce que je vais abandonner? Je me pose même pas la question. Ça ne rentre même pas en ligne de compte. Je ne me dis pas avant d'arriver à un ravito, allez, la merde, je repars avec l'assistant, je repars avec le bus, je repars, c'est bon, je repars pas, la merde. Voilà. Non, en fait, il n'y a jamais ça, en fait. Il n'y a jamais ça qui traverse le cerveau. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Donc, ça répond un petit peu à la question qu'on m'avait posée. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé de me demander qu'est-ce que je foutais là? Est-ce que j'ai eu envie d'abandonner? Des coups de mou, sentiment que tout est interminable. Oui, tu peux trouver le temps long. Oui, tu peux avoir des coups de mou. Mais en fait, tu le sais. Et tu sais que c'est passager. Tu sais que ça va revenir. Et puis, il y a une chose aussi qu'il faut bien se dire, c'est que si tu abandonnes parce que c'est dur, bah fallait pas venir. Parce que tu sais qu'un ultra, ça va être dur. Donc, la seule raison que ça va être dur ne suffit pas à abandonner. C'est dur, ça va être dur, c'est évident, pour tout le monde, pour le premier, pour le dernier. Le premier, il en chie, il a des moments de coup de mou. Je ne sais pas si vous avez vu Jim Walmsley dans cette montée, je ne sais plus le nom, quand il a perdu le fil, qu'il est passé troisième, qu'il s'est fait doubler par Kylian et Mathieu.
Et bah, il était dans le dur. Il avait du mal et pourtant il continuait. Voilà. Donc tout le monde traverse des coups de mou, des coups de moins bien, mais il faut surmonter ces moments-là. Et comment on les surmonte? Eh bien, persévérance, discipline. Voilà, j'en ai fini avec ce sujet du mental. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et on pourrait en parler un peu plus avec des préparateurs mentaux sur le podcast. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. L'assistance. C'était la première fois que j'avais un assistant, mon cher Thomas, qui m'a fait l'honneur de m'accompagner sur cette TDS. C'est lui qui m'a proposé de faire l'assistance. Il était là pour son frère l'année dernière, son frère qui s'est malheureusement lui aussi arrêté et qui n'a pas souhaité reprendre un dossard pour refaire cette TDS. Et donc il m'a proposé de faire l'assistance. Donc Thomas, c'est quelqu'un que j'ai déjà reçu sur le podcast. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur son parcours à Thomas, et qui a un parcours fascinant et inspirant, vous pouvez taper Thomas Biot, B-I-2-L-O-T. Le sport a changé ma vie. C'est quelqu'un qui était un ancien obèse, qui s'est fait opérer et qui est maintenant trailer, ultra trailer, et qui fait des grands périples aussi à vélo, gravelman, et du triathlon, enfin bref, plein d'activités outdoor, et qui est en train de passer un BTS en diététique. Il en est à sa 2e année, et je suis convaincu qu'il a un bel avenir dans ce milieu-là, parce que c'est quelqu'un qui a un beau vécu, qui est passionné par le sujet. Donc si vous voulez faire appel à lui, n'hésitez pas à me le faire savoir, et puis moi je vous mettrai en relation. Sans aucun problème, mais si vous tapez Thomas Biot sur les moteurs de recherche ou sur Instagram, vous trouverez sûrement facilement. Il m'a fait donc l'assistance. C'était la première fois que j'avais un assistant digne de ce nom, entre guillemets, parce que d'habitude j'ai ma mère qui vient ou j'ai ma femme qui vient, mais quand ma femme vient, elle est avec les enfants, donc au final elle est plus là pour m'encourager, et puis pour discuter un petit peu, voir un visage connu sur les ravitaux, plus que pour faire une réelle assistance. Ma mère c'est pareil, voilà, elle est là pour m'encourager, mais bon, il connaît rien, avec tout le respect que je dois à ma mère, mais c'est pas trop ce qu'il faut faire, tout ça, et puis bon, j'ai pas trop envie de l'emmerder avec ça. Donc Thomas, lui, c'est comme il fait ce sport, il sait de quoi on a besoin. Et donc, en fait, quand tu te rends compte de la chance que tu as d'avoir un assistant qui connaît le job, et ben en fait, tu as l'impression d'être le saoudien du trail, quoi. C'est grand luxe. Voilà, c'était le roi du pétrole. Ça se passe super bien. Tu arrives au ravito, tu poses ton sac, puis il remplit tes flasques, il te vide les papiers, il te remplit le sac avec tout ce qu'il faut. Si tu as besoin d'une paire de chaussettes, elle est déjà sur la table. Si tu as besoin de crème Noc, elle est déjà sur la table. Si tu as besoin de changer de chaussures, ils sont déjà sur la table. Si tu as besoin d'une nouvelle tenue parce que vous étiez dit qu'à cet endroit-là, eh bien, tu changerais de tenue, elle est déjà là, elle est sur la table. T'as un petit fauteuil qui t'est réservé, truc de camping où t'es vraiment à l'aise. T'as quelqu'un qui est là pour te réveiller si besoin. C'est le grand luxe. Donc nous, on avait préparé ça de façon simple. En fait, j'avais donné des petites horaires d'estimation, mais de toute façon, avec LiveTry, tu sais à peu près à quelle heure le coureur va arriver. Donc là, pour le coup, c'est plus simple pour l'assistant. Et puis, pour la préparation, eh bien, moi, ce que j'avais dit à Thomas, c'est, voilà, j'ai 3 sachets. L'idée, c'est que tu m'enlèves tout ce que j'ai à manger dans mon sac, enfin, sur moi. Et puis, je repars avec cette ration-là. Comme ça, si j'ai mangé des trucs ou pas, je sais que pour tenir jusqu'à la prochaine base vie, eh bien, avec ça, cette portion-là, ce sera suffisant. Voilà. Donc, est-ce que j'aurais fait sans Thomas? Oui, je serais, parce que sur l'UTMB, enfin sur toutes les courses de l'UTMB, tu as quand même des ravitaillements qui sont ultra fournis, tu as beaucoup de bénévoles, voilà, t'as quand même un grand luxe, quoi. Tu as des ravitaillements quasiment toutes les 10 km. Enfin, c'est juste trop bien, quoi. Alors, des fois un peu plus, mais enfin, ça va, quoi. T'as des points d'os régulièrement. Enfin, donc oui, en fait, l'assistance, c'est pas ultra nécessaire, mais ça fait tellement de bien en fait de parler avec quelqu'un que tu connais, d'avoir un peu de quelqu'un qui s'occupe de toi. Thomas, il m'a massé les cuisses,
Enfin voilà, c'est trop, enfin c'est trop bien. C'est j'ai envie d'avoir ça à chaque fois. Et puis en plus le petit coup de se filmer et puis de partager un moment rigolo ensemble, qu'ils fassent une petite interview. Bah je trouve que la vidéo ça lui a apporté aussi un autre mood, un autre dynamisme. Ça fait un côté un peu plus naturel, des échanges et tout. Enfin voilà, j'ai trouvé ça génial en fait de pouvoir partager ce moment-là avec Thomas. Donc merci encore à toi Thomas qui écoutera ce podcast. J'en suis convaincu. Voilà. Alors justement, je parlais de l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai mangé? Ça, c'est vraiment la question qui a été posée le plus souvent. Qu'est-ce qu'on trouve sur les ravitaux? Alors sur les ravitaux, tu vas trouver de tout, vraiment de tout ce dont tu as besoin. Ça va du Snickers aux cookies, des barres de céréales, des oranges, des pastèques, du chocolat, des fruits secs, des tucs, du fromage, du Beaufort, du saucisson, des pommes potes, de la soupe, du café, du thé, enfin tu vois, du coca, du jus d'orange, de l'eau pétillante, de l'eau plate. Tu trouves vraiment de tout. Et en plus à Beaufort, tu peux manger. Alors moi j'ai mangé un plat de pâtes bolo. Donc enfin tu vois, enfin les ravitaux là aussi c'est grand luxe, c'est palace quoi. Enfin, t'as un banquet devant toi, quoi. Tu te demandes où sont cachés les mariés, quoi. Et tu te demandes s'il n'y a pas une bar mitzvah qui se déroule dans le secteur, quoi. Il y a un truc. Enfin voilà. Donc, t'as tout ça sur le ravito. Donc, enfin, vraiment, tu ne peux pas manquer de quelque chose en termes de nutrition, c'est pas possible. Voilà. Clairement, c'est pas possible. Moi, qu'est-ce que j'ai mangé? Donc j'avais Happy Run qui m'a gentiment envoyé des sticks de miel et ça j'en ai mangé je pense une dizaine durant tout le parcours. Alors à vous de juger, à vous de voir. Eux ils recommandent de prendre tous les 45 minutes. C'est peut-être vrai sur une course rapide type marathon, quelque chose comme ça. Moi sur un ultra là 35 heures j'en ai pris 10, j'ai trouvé ça bien. Voilà. Au-delà, je sais pas si j'aurais apprécié. En fait, je les prenais parce que j'adore ça, j'adore le miel. Je les prenais quand j'en ressentais le besoin et peut-être des fois même un peu plus. Je dis tiens, ça fait 2 heures que j'en ai pas pris. Allez hop, petit stick de miel, ça fait du bien. En plus de ça, j'ai mangé aussi leur bar. J'ai dû en manger 3 ou 4. Donc c'est des bars en graines de chia et je sais plus ce qu'il y a dedans, mais elles sont très très bonnes. Là en tête, je l'ai plus en tête la composition de la barre, mais elles sont très très bonnes ces bars. En termes d'hydratation, j'avais la poudre d'hydratation de chez NAC et qui nécessite de moins manger voilà, c'est comme ça, c'est ça qu'ils vendent et moi c'est ce que j'ai constaté aussi. Alors surtout sur des sorties longues à vélo où finalement juste uniquement de boire avec cette solution d'hydratation, eh bien je ressentais pas cette sensation de faim. Je saurais pas trop l'expliquer en fait. Peut-être que justement Thomas qui a des connaissances en BTS d'une diététique saurait dire pourquoi avec la composition et tout. C'est pas mon domaine de prédilection donc je saurais pas l'expliquer mais en tout cas c'est ce que j'ai ressenti. Donc en plus de ça, moi sur les ravitaillements, j'aimais beaucoup la pastèque parce que la pastèque ça t'apporte du sucre, c'est très hydratant, ça apporte un côté de fraîcheur aussi. La soupe pour le côté salé et puis en même temps tu t'hydrates aussi, du chaud ça fait du bien. Surtout la nuit donc avec du vermicelle ça t'apporte des sucres lents et en plus de ça je prenais principalement du salé en fait sur les ravitaux donc Beaufort au moins 3 voire 4 tranches de fromage et puis du saucisson pareil 3 4 tranches là à chaque fois je repartais avec ça je mangeais ça et puis ça se passait super bien. Pas de choses difficiles à mâcher, qui sont, tu vois, du pain, des tucs, tout ça, j'en prends plus. Puis les tucs, je sais pas trop bien ce qu'il y a dedans. Je préférais prendre des trucs qui se rapprochent de ce que j'aurais pu manger de façon classique, tu vois, du fromage, du saucisson, des soupes, des fruits. Et au final, ça fait très bien le job. Donc voilà pour ce que j'ai mangé. J'ai pas de plan strict de nutrition.
et ni d'hydratation. Auparavant, je mettais ma montre à sonner toutes les 10 minutes. Maintenant, je ne le fais plus pour boire une petite gorgée là. Je le fais plus et j'ai plus de problème. J'écoute mon corps. Je me dis que il est fabriqué le corps humain, il évolue depuis des millions d'années là. Euh, et, euh, et on a appris un truc qui s'appelle la sensation de soif, et que en fait, quand ton corps, quand il a soif, bah, il te le dit. Alors il y en a qui disent ouais, quand il te dit qu'il a soif, c'est déjà trop tard, tout ça. Moi, c'est pas quelque chose que j'ai constaté du tout. Je bois quand j'ai soif, voilà. Sans restriction, de grandes gorgées, si j'ai envie. Euh, et au final, ça se passe très bien. Voilà. Plutôt que d'avant boire impérativement une petite gorgée toutes les 10 minutes, et ben au final, j'avais mon ventre qui était saccagé d'eau et ça ballottait là-dedans. Donc, du coup, t'es obligé de manger pour remplir le ventre, pour éviter que ça fasse une poche de flotte, pour que ça éponge un peu. Et puis au final, tu manges. Enfin voilà, non, c'était la catastrophe. Donc au final, voilà l'option maintenant de je bois quand j'ai soif. Et ça le fait. Donc à vous de tester, hein. Peut-être que pour vous ça fonctionne pas. Maintenant, moi, c'est comme ça que je fais. Alors, justement, au sujet de l'hydratation, dans mon compte rendu sur Facebook, j'ai marqué que j'avais eu un problème avec Thomas de surdosage de la boisson d'hydratation, justement, sortie du fort de la, non, à la sortie de Bourg-Saint-Maurice, donc en plein après-midi, surdosage de la boisson. Et en fait, c'était imbuvable, c'était très épais, très sucré. Et puis, comme il faisait chaud, et je vous laisse imaginer de boire un truc très sucré quand il fait chaud, bah, c'est pas agréable du tout. Donc, du coup, pour l'hydratation, j'avais dans ma poche, dans le sac à dos, j'avais une poche à eau de 2 litres avec cette solution d'hydratation que du coup j'ai vidé. Et puis après, j'ai retrouvé un point d'eau pour remplir, pour la diluer un petit peu. Donc j'ai eu ce petit problème-là. Donc attention au dosage, surtout quand il fait chaud, il faut sous-doser les boissons. Quand il fait froid, tendance à les surdoser, mais un tout petit peu, hein, pas non plus rendre le truc épais. Et puis en plus dans les poches, comme ça les mélanges ils se mélangent moins bien que dans les flasques. Donc heureusement j'avais en plus des flasques sur le devant de 350 millilitres, et là c'était que de l'eau claire, en complément de la boisson d'hydratation, parce que des fois en fait t'as juste envie de boire juste de l'eau quoi, et ça fait du bien. Alors d'ailleurs le sujet de la sortie de Bourg-Saint-Maurice, en fait quand tu pars de Bourg-Saint-Maurice tu vas direction Fort de la Platte, et après le fameux passeur de Pralognan. Et c'est là où tu tapes presque 2 kV dans la tronche. Et quand tu arrives au Fort de la Platte, en fait, nous on était en plein après-midi, il faisait très chaud. Et en fait, avant, il y avait au fort, il y avait un point d'eau qui, avec la sécheresse de cette année, n'existe plus. Et ceux qui étaient là l'année dernière, bah, s'attendaient en fait à avoir ce point d'eau là-haut. Sauf que bah, maintenant il n'était pas là. Mais il y avait, comme l'année dernière d'ailleurs, des petits malins, des businessmen, qui s'étaient installés en haut avec une petite roulotte là, un petit food truck, et puis une petite caravane, je sais plus trop ce que c'était, un petit barnum là, et puis ils vendaient une canette et une friandise pour 5 balles. 5 euros la friandise plus la canette. Donc la toute petite bouteille d'eau, là, la mini Rikiki, là, 5 balles. Voilà. Donc je te laisse imaginer que en haut, comme tout le monde avait soif, et ben, eux, ils se sont fait des couilles en or. Quand tu as 1000 coureurs qui passent là et que tout le monde est assoiffé, et ben là, tu fais carton plein, tu fais ton chiffre de l'année. Voilà, bien joué pour le côté business, pour le côté solidarité, on repassera. Mais, mais en tout cas, moi qui suis un petit peu une âme d'entrepreneur, et que un entrepreneur c'est quelqu'un qui voit un problème et qui propose une solution. Si les gens achètent, c'est que c'est le prix. Donc, bien joué pour ce côté-là. Voilà. Maintenant, moi, j'ai pas acheté parce que déjà acheter des toutes petites bouteilles d'eau en plastique là, ça me trouve le cul. Alors, de les acheter 5 balles, je préfère serrer les dents et avoir soif, quoi. Voilà, c'est un choix. Maintenant, je comprends que ceux qui ont fait risquer la déshydratation et acheter, voilà, tout simplement. Enfin,
j'en jette pas la pierre non plus. Euh, les difficultés, c'est des questions aussi qui sont revenues souvent. Quels ont été les trucs les plus durs pour moi? Comment est-ce que j'ai géré le dénivelé? Est-ce que j'ai eu des crampes? Est-ce que j'ai eu des bobos? Combien ça représente le pourcentage de marche? Voilà, c'est tous ces sujets-là dont on va parler de la difficulté de cet ultra trail. Alors, cet ultra trail n'est pas l'un des plus durs techniquement qui existent. Il est dur bah oui, il y a quand même quelques portions qui sont difficiles. Il est des fois un petit peu en altitude, hein. On avoisine les 2006 au plus haut. Euh, en tant que breton, pour moi, ça a été vraiment le point le plus dur. La gestion du dénivelé vraiment très raide quand c'était en altitude. Tout de suite, j'avais mon cardio qui montait très vite, même deux fois de la marche rapide. Je repense à cette dernière côte qui est donc la dernière, là, c'est le col de Tricot, qui est très raide. Et en fait, dans cette côte-là, qui est interminable quand tu la vois d'en bas, et ben j'essayais même de marcher rapide, d'un tout petit footing des fois dans les S, vous savez, des fois il y a des moments où c'est un peu plus plat, et dès que je faisais monter le cardio là, j'étais essoufflé tout de suite. Et alors en plus je suis asthmatique, donc ça aide pas. Donc pour moi c'est ça qui a été le plus dur. Alors comment compenser ça? Eh bien faire un stage en altitude un petit peu avant le trail, peut-être d'aller un peu plus en montagne, un peu en amont, et donc pour habituer son corps à l'altitude, de travailler plus le dénivelé aussi, de m'habituer à faire monter le cardio dans le dénivelé. Souvent là pendant l'entraînement en fait, surtout pendant les sorties longues eh bien je me disais de toute façon quand ce sera en côte je marcherai. Donc là, entraîne-toi à bien marcher en côte et en fait je la jouais un peu facile pendant mes entraînements et du coup je courais quasiment jamais en fait en côte. Et donc forcément quand tu es en altitude et que le cardio va monter plus rapidement, et que tu es en côte, ton corps il est pas habitué à monter le cardio en côte. Et donc ce point-là a vraiment été très dur pour moi. C'est d'ailleurs un point où je me faisais souvent rattraper. Et par contre, dès que venait la descente et le plat, et ben là pour le coup j'étais vraiment à l'aise, et c'est là que je gagnais des places et même des fois beaucoup de places, parce que en descente et sur le plat, c'est vrai qu'en Bretagne pour le coup on est vraiment habitué à courir, et parce on peut courir longtemps. Enfin vous voyez, si on part sur un ultramarin, on peut courir, si physiquement on est capable de le faire, on peut courir tout le long. Donc là, pour le coup, le descente et plat, j'ai été plutôt à l'aise. Et le dénivelé positif, les montées, c'était quand même compliqué. Alors on m'a demandé si sur un format ultra en montagne, est-ce que finalement ça ne devient pas de la randonnée rapide plus que de la course? Alors ça c'est un point où j'en ai déjà parlé au début. En fait, au début, c'est vrai que tu vois les gens qui partent, ils sont tous chauds bouillants là, ils commencent à courir dans tous les sens et même en côte. Mais en fait, il y a que les premiers qui arrivent à courir tout du long, ou même dans les montées, ils font de la marche rapide. Euh, pour beaucoup, en fait, c'est de la marche rapide, hein. D'ailleurs, les barrières horaires sont calés là-dessus, sur la possibilité qu'un bon marcheur pourrait terminer en fait la course s'il s'arrête pas, donc avec une moyenne de 5 et quelques kilomètres heure. Souvent c'est ça, hein. Alors sauf sur des trucs qui sont beaucoup plus techniques comme à la diagonale où tu as des barrières horaires ultra larges ou même à 2 km heure t'es finisher. Oui, tu marches beaucoup. Alors dire le pourcentage, c'est difficile à dire. Moi, toutes les côtes, j'ai marché, toutes les descentes et les plats, je les ai courus. Alors sur la vidéo, vous ne me voyez pas beaucoup courir parce que courir et filmer en même temps, c'est compliqué. Et puis je préfère avoir de la vigilance et savoir où je mets mes pieds plutôt que de filmer et puis de me casser la gueule et puis fin de l'histoire, fin du trail. Donc c'est peut-être un peu pour ça que la question a été posée. On m'a demandé si j'avais eu des crampes. J'en ai jamais eu de ma vie. Donc je vais peut-être faire rager certains. Je ne sais pas
ce que c'est d'avoir une crampe. J'en parlais tout à l'heure, la crampe du mental, et la crampe physique. J'ai déjà vu des coureurs qui ont eu des crampes, mais par contre, j'en ai jamais eu personnellement. Je ne sais pas ce que ça fait. Donc non, j'en ai pas eu. Là, cette fois-ci, c'est quelque chose c'était la première fois que je faisais en ultra et que j'avais fait avec Gary qui m'avait accompagné sur le GR20 l'année dernière en 3 jours. Il avait lui de la Sportéine et il m'en avait partagé. Alors, est-ce que ça fait vraiment effet ou pas? Je sais pas trop. Toujours est-il que là, j'en ai pris et que voilà, j'en ai pris. Alors, c'est toujours pareil en fait avec ces compléments alimentaires, ces trucs. Est-ce que c'est ça qui a fait effet ou est-ce que ça n'a rien fait? C'est difficile à dire en fait parce que t'es jamais deux fois dans les mêmes conditions et avec et sans ce petit truc en plus quoi. Voilà. Moi, j'ai pas assez d'expérience pour le juger pour l'instant. Bobo pendant la course. Alors, j'ai pas eu de douleur au genou ni nulle part en fait. Les seules douleurs que j'ai eues, on en reparlera tout à l'heure, mais donc dans le bas du dos en fait, j'avais un sac qui était surdimensionné. J'avais un Octane, un sac de chez Camelback qui est très très bien, c'est un très bon sac, mais en fait il n'était pas assez chargé et du coup les affaires que j'avais dedans pas calées. Euh, et, euh, et du coup en fait ça ballottait un petit peu parce que si tu serres trop la sangle ventrale, eh ben ça te perturbe ta respiration et comme il n'était pas assez chargé, bah, j'avais le sac qui bougeait un petit peu derrière. Et en fait, quand tu fais ça pendant 2, 3, 4, 5 heures, c'est pas grave. Mais quand ton sac bouge dans ton dos pendant 35 heures, eh bien, bah, ça frotte. Et donc, j'avais tout le bas du dos qui commençait à être brûlé. Et donc, à un moment, j'ai dû m'arrêter pour demander aux secouristes de me mettre un sparadrap enfin, une bande élasto avec une compresse parce que ça commençait à être à vif. Donc j'avais cette douleur dans le bas du dos. Et puis j'avais une petite douleur aussi au niveau du releveur. Et ça, alors le podcast que j'ai fait avec Olivier Garcin, qui est podologue, responsable des podologues sur l'UTMB, un podcast que j'ai enregistré sur le Basecamp de chez Merrell, là, pendant l'UTMB, eh bien, il m'expliquait que c'était dû donc, les problèmes de releveur, c'est souvent dû à un manque de renforcement musculaire des quadris dans les descentes, parce qu'on va compenser donc en faisant plus de la marche rapide dans les descentes et plus de la course médio, et donc l'avant-pied va être plus en extension et donc on va avoir des douleurs au niveau du releveur au bout d'un moment. Voilà. Euh, donc il explique très bien dans le podcast qu'on a fait ensemble, que je vous invite à écouter. Mais mis à part ces deux douleurs-là, rien de particulier, pas de problème gastrique, pas de douleur au genou, pas des douleurs aux jambes, mais ça c'est normal, musculaire, ça tout le monde l'a. Euh, non, rien d'autre. Voilà. Ambiance, paysage. Est-ce que j'ai profité des paysages et de l'ambiance ou bien suis-je à 100% dans ma course? Le côté frustrant de l'ultra trail, c'est que on va faire pas mal de courses de nuit. Donc on part de nuit, on repasse une deuxième nuit dehors. Alors tu vas me dire, bah t'as qu'à courir plus vite, et t'aurais pas tort. Mais en fait, euh, ça c'est le côté frustrant, je trouve, de ne pas pouvoir profiter de ces beaux paysages que l'on traverse de nuit, même si finalement, faut avouer que on passe finalement peu de temps en mode contemplatif à juste se poser, apprécier le moment. Alors moi je le faisais me poser pour apprécier les paysages quand j'arrivais en haut d'un col, quoi. Je m'asseyais quand même quelques minutes. C'est dommage d'avoir passé toutes ces heures à monter et puis de redescendre immédiatement sans apprécier la vue qu'on va avoir en haut du col. Enfin voilà, c'est quand même magnifique, c'est quand même splendide, on a des paysages somptueux. C'est quand même dommage de ne pas en profiter. Donc mais finalement, mis à part ces moments-là où on peut s'asseoir un petit peu, ou alors un moment de balle fatigue, hein, on le voit dans la vidéo, à un moment où j'ai la flemme de repartir et je posais,
Euh, là, euh, là, oui, effectivement, on peut regarder un peu les paysages, mais honnêtement, on n'en profite pas tant que ça, en fait. On n'en profite pas tant que ça. Moi, je passe quand même beaucoup de temps à être concentré sur là où je mets mes pieds et à être dans ma bulle, plutôt que d'être en mode randonnée contemplative. Enfin voilà, faut pas se mentir. Comparé à quelqu'un qui va faire le même parcours en 15 jours, on peut pas être... enfin, je sais pas, le tour du Mont Blanc, je sais pas en combien de temps il se fait, mais peut-être ouais, peut-être une semaine, 10 jours. Forcément, en fait, que les gens vont apprécier beaucoup plus les paysages que ce qu'on fait nous en courant en 24, 40 heures, quoi. Voilà, forcément. En plus avec les portions de nuit. L'ambiance, je l'ai trouvée vraiment excellente. Ça reste une course de l'UTMB, la course la plus connue au monde, avec du monde partout, des bénévoles aux petits oignons. Voilà, sur un ravito, il y avait même quelqu'un qui jouait du piano. Enfin, non, c'était vraiment super avec en fait, euh, l'arrivée aussi de cette arrivée dans l'ambiance où tu arrives dans Chamonix où 750 mètres avant, allez 1 kilomètre avant, tu as déjà des gens qui t'applaudissent. Tu as envie de leur dire mais calmez-vous les gars, je suis 397e, on se calme, je n'ai rien gagné. Eh bien si, pour eux tu es un héros, pour eux tu as terminé en fait cette boucle, enfin qui n'est pas une boucle d'ailleurs, c'est ce parcours. Et rien que ça, en fait, ça mérite applaudissements. Et ben, moi, je suis très reconnaissant pour ces gens qui prennent le temps de t'applaudir 2 minutes alors qu'ils te connaissent pas. Euh, Ça fait du bien, ça booste un peu ton ego. Tu es là, ah, on m'aime, ah. Et puis en plus, t'es un peu à fleur de peau parce que t'es fatigué et tout ça. Enfin voilà, c'est génial. Donc, non, ambiance excellente. Je regrette de ne pas avoir eu quand même mon ami Ludovic Collet à l'arrivée. J'aurais bien aimé. Que ce soit lui qui m'accueille au micro, mais bon, il peut pas le tenir pendant toute la durée de toute la semaine. Hein. J'en ai bien conscience. Euh, mais c'est comme ça. Donc voilà pour le côté ambiance, paysage, et puis bah, comme je le disais, côté ouais, partage avec Thomas, ça pour le coup l'ambiance aussi ça a vachement apporté. Au niveau de ce qui a joué aussi, bah, c'est tous les messages que j'ai eu sur les réseaux. Alors je passais pas mon temps à prendre mon téléphone parce que là encore en fait je préfère regarder où je mets mes pieds plutôt que de regarder mon téléphone. Et puis c'est aussi un moment où tu peux couper un peu de tout ça. Mais de temps en temps, en fait, peut-être quand tu avais un moment où tu ralentissais, un moment où tu avais un petit coup de moins bien, hop, tu sens le téléphone, tu vois que tu as 8000 messages de gens qui t'encouragent. Tu te dis, putain, j'ai tout ce monde-là derrière moi. Je dis, waouh, ça te booste un petit peu. Donc ça participe aussi à l'ambiance. Euh, En plus, bah, maintenant aussi, truc qui me fait bizarre de dire, et là aussi, enfin, ça va faire un peu pompeux de dire ça, mais enfin, il y a des gens qui m'ont reconnu, des gens qui gueulaient Allez, tout le Finistère est avec toi, ou Allez François, tout. Enfin, t'as des gens qui disent Allez François, mais en fait, ils l'ont lu sur son dossard, mais t'as des gens qui sont très loin, qui t'ont reconnu et qui. Enfin voilà, ça, je trouve ça, c'est génial, quoi. De se dire que des gens t'ont reconnu et puis t'encouragent, te soutiennent, bah ça fait partie de l'ambiance aussi, c'est super, super chouette, ça fait plaisir. Et ça fait que tu partages aussi un petit peu quelque chose avec les gens, en fait, le fait euh, enfin, des gens qui m'ont dit, ouais, je me suis levé la nuit pour voir où t'étais arrivé. Enfin, tu fais vivre des choses aux gens par procuration, et ça fait partie de l'ambiance, ça fait partie de tout ce que tu vis en fait pendant cet événement, pendant cette course. Euh, donc voilà pour le côté ambiance. Alors, euh, la récupération, bizarrement, euh, alors je suis arrivé donc à, à 11h30. Le temps de manger un peu, de boire une petite bière, de discuter avec les amis qui sont là à l'arrivée, de tout ça, de rentrer à 15h, 15h30, je me suis allongé, je me suis endormi, ça n'a pas duré longtemps quoi. Ça, pof, j'ai pas mis de réveil et à 17h30, je me suis réveillé avec les jambes complètement fracassées, j'ai l'impression d'avoir 2 bouts de bois à la place des jambes. Et,
Et après, donc, là, il a fallu prendre le vélo pour aller, parce que j'étais garé un peu loin dans mon camion de Chamonix. Et puis, moi, j'ai invité Thomas au restaurant pour aller manger le soir. Moi, mon kiff d'après trail, c'est une pizza. Bon, là, pas de chance, elle était pas très bonne. Donc, le lendemain, je me suis vengé. Le lendemain midi, j'en ai remangé une. De toute façon, tu dépenses 15 000 calories. 15 000 calories. On n'a pas parlé, mais 15 000 calories dépensées pendant cette TDS. Donc, allez, c'est bon, quoi. Un petit peu de mode de pizza dans la gueule, une raclette, c'est pas grave, quoi. Je suis retourné en vélo, et puis après, je suis revenu en vélo. J'avais 3 km, je crois, c'est pas grand chose, hein. En vélo, c'était plat en plus. Et le soir, je me suis couché et puis réveillé le lendemain matin avec 2 bouts de bois à la place des jambes. C'était tellement douloureux le lendemain. Ça m'a fait tellement mal aux jambes toute la journée du jeudi. Je marchais vraiment difficilement. Par contre, le jeudi soir, soirée compré-sport, ça allait. Je marchais presque normalement. Euh, Peut-être le fait d'avoir roulé un petit peu, d'avoir marché un petit peu, ça avait détendu tout ça. Et puis, dès le surlendemain, dès le vendredi, plus rien. Voilà. Plus rien, plus de douleur dans les jambes. Enfin, tu sentais quand même qu'il s'était passé quelque chose, évidemment, mais je marchais vraiment normalement. Et en fait, dès la semaine qui a suivi, j'ai pu reprendre l'entraînement. Alors, je me suis laissé 10 jours. 10 jours, c'est ce que je me laisse sans rien faire du tout. Et puis, reprise tranquille, progressive, avec un petit footing, 20 minutes. Puis après, tu reprends, tu te dis, oh, tiens, ça va, pof, pof, pof. Mais par contre, ce qui est plus long, plus sournois, c'est la fatigue qui reste derrière pendant longtemps. Surtout que moi, là, j'enchaîne avec l'organisation du Grand Raid du Finistère qui a lieu le 16 septembre. Et donc, je suis l'organisateur. Et bien, donc, là, pour le coup, les dernières semaines, tous ceux qui ont déjà organisé un trail savent que tu es dans le rush, c'est là où tout le monde s'affole. Dont toi, parce que tu te rends compte que tu as oublié de faire des choses. Et, euh, et donc là, la fatigue est importante. Et j'attends vraiment après le Grand Raid du Finistère pour me reposer vraiment sérieusement et de faire de vraies nuits, de bonnes nuits pour bien bien récupérer et puis pouvoir entamer derrière une nouvelle préparation. J'ai pas de nouveaux objectifs en tête. Enfin, du moins, si, genre en tête, si j'en ai plein. Mais je suis inscrit sur rien pour l'instant, en termes de course, évidemment. Voilà, alors, on m'a demandé quels avaient été les moments inoubliables et le moment le plus dur. Alors, les moments inoubliables, eh bien, forcément, ça va être le moment où je suis passé au niveau du passeur de Pralognan, où j'ai revécu, en fait, ce qu'on a vécu l'année dernière, de rester bloqué plus de 5 heures dans cette montée, dans la nuit, dans le froid, il faisait froid, dans l'incertitude, voilà, avec la déception aussi de l'annulation de la course, avec la pensée pour ce coureur qui à cette époque-là, on savait pas qu'il était décédé, on savait qu'il avait eu un accident grave. Voilà, et quand tu passes au passeur de Pralognan, tu penses à lui, tu te dis, tiens, ah ouais, c'est là qu'il est mort, ok, ouais, ouais. Enfin, voilà, donc pour le coup, moment inoubliable, il y a eu celui-là, forcément. Mais des anecdotes, en fait, t'en traverses plein, mais t'en traverses tellement, on dit que c'est une tranche de vie, euh, que, euh, que c'est un moment dans le temps qui s'arrête, qui est un peu particulier, en fait, un ultra. Et, euh, et il y a plein de petites choses, en fait, des gens que tu vas croiser la nuit dans un endroit improbable, qui vont t'encourager. Ça aussi, c'est des moments inoubliables. Je revois ces gens là qui avaient 3 personnes, je me rappelle, de 3 frontales comme ça en pleine nuit sur un chemin. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux. Et ils sont là. Ces guides aussi qui sont en haut d'école, en train de gueuler là. Tu les entends dans la vallée. En train de taper dans les mains tout ce qu'ils peuvent et tout pour t'encourager. Tu les entends de très loin. Ça aussi, c'est des moments qui sont inoubliables, des moments qui sont durs. Moment inoubliable, c'est les moments où tu rentres dans le ravito et où tu vois Thomas avec son grand sourire qui te fait un grand signe et puis tu vois la table qui est prête. Voilà, ça aussi, moment inoubliable. Moment inoubliable de l'arrivée, évidemment, parce que je l'ai dit,
bah, t'as tout qui redescend, tu vois les gens que tu connais, tu vois cette arche sur la place du Triangle de l'Amitié qui est mythique. Euh, où t'étais là la veille et puis tu te dis putain, j'espère que je vais pouvoir la passer celle-ci. Euh, voilà, ça aussi c'est des moments inoubliables. Euh, Malgré, puis après, tu as des petites anecdotes comme ça que Thomas te raconte, que lui vit au ravito, par exemple, ce coureur qui arrive au ravito et puis qui dit à sa femme ah, j'en ai marre, j'arrête. Et puis l'autre qui il se prend une craquée. Tu nous as cassé les couilles pendant des mois avec ton putain de trail. Là, t'as intérêt de te sortir les doigts, de bouger et puis de retourner. Toi, il se prend une dose, une craquée en plein ravito. Au final, le type repart. J'aimerais bien savoir ce qu'il est devenu, ce gars-là. J'espère qu'il a terminé et qu'il a dit merci à sa femme. Enfin voilà, tu passes des moments comme ça et voilà, l'ultra trail dans toute sa splendeur. J'aurais aimé terminer là-dessus, mais j'ai oublié de parler d'un sujet qui est le low finisher et mon matériel aussi. Alors, low finisher, on a une veste sans manches pour les finishers et un t-shirt pour tous les participants. Le t-shirt, je le trouve plutôt cool, plutôt chouette, contrairement à celui de l'année passée. Je trouvais difficile à mettre un jaune et vert là. Là, celui-là, je le mets assez facilement, assez régulièrement, un joli bleu. Euh, et donc, lui, très bien, très content. Par contre, la veste sans manches finisher polaire bleu ciel Schtroumpf, never quoi. Stop. Je dis non. Je suis pas styliste, mais je dis non. Je ne m'autorise pas à la mettre. Voilà. À tel point que je l'ai donnée. Voilà. Je dis non à cette veste. Je sais pas qui a validé, a dit cette veste. Oui, d'accord. D'ailleurs, le concept de la veste sans manches, alors mis à part, tu vois, pour être un petit peu stylé en soirée avec un petit col roulé, une petite doudoune sans manches, j'en ai une, c'est pas mal en termes de style. Mais par contre, la doudoune sans manches polaire, en termes de style, je sais pas quand tu mets ça, quoi. Moi, tu vois, je suis en soirée, enfin, j'ai envie de m'habiller sportwear, j'ai chaud, je mets un t-shirt, j'ai froid, je mets un pull. Voire une veste impair, tu vois, si tu veux faire un peu vraiment sportwear, t-shirt, veste sportwear, ça passe. Veste impair, ça passe, tu vois. Mais veste sans manches, j'ai du mal. J'ai du mal. Voilà. Alors, je veux pas être dans le jugement. Parce que chacun fait ce qu'il veut et les goûts et les couleurs, blablabla, ça se discute pas. N'empêche que, bah, je suis pas fan. Voilà. Euh, alors, en ce qui concerne mon matériel, alors j'avais les chaussures Salomon Genesis que j'ai depuis plus de 3 mois avant la course. Je les ai déjà testées sur la reconnaissance du Grand Raid du Finistère. Donc en 4 jours, j'avais fait tout le parcours de 166 km. Donc avec des étapes entre 30 et 58 km. Et j'en suis très très content, autant sur la route que sur les chemins techniques. Elle accroche très bien, elle adhère très bien. L'amorti est bon, il se conserve tout du long de la course. Le maintien aussi est très bon. Moi, j'en suis vraiment très 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 content de cette paire de chaussures. Le seul défaut qu'il y a, c'est que au niveau du mesh, il y a des, des renforts thermocollés qui se décollent sur la série que j'ai. Alors, c'est pas sur toutes les séries. C'est un problème qui est connu de chez Salomon et qui a, semble-t-il, été corrigé avec les nouvelles séries. De toute façon, là, à l'heure où j'enregistre, elle est en rupture de stock et puis c'est une nouvelle production. Mais moi, j'ai eu un modèle où la chaussure n'était pas encore sortie officiellement, un prototype. Non, c'est pas un prototype, mais c'est des chaussures qu'ils font justement pour les tests. Et pour les ambassadeurs, les athlètes élites, tout ça. Et donc ouais. Donc moi, c'est une chaussure dont je suis très content. Là, elles ont déjà 400 km. J'ai l'impression qu'elles sont quasi neuves, mis à part ce point-là. La semelle s'use pas. J'en ferai une vidéo pour les présenter et puis donner mon avis. Mais en tout cas, si vous étiez à l'aise dans les S-Lab Ultra 3, bah, il y a de fortes chances que vous soyez aussi dans celle-là. Voilà, moi c'est une chaussure que je recommande sans hésiter.
Euh, donc le sac, j'en ai parlé de l'erreur que j'ai fait. C'était un sac surdimensionné. Un sac de 10 litres, ça suffit largement. Donc là, pour le coup, ça c'est une erreur que je referai pas. Et puis après la tenue Simalp, là pour le coup, je suis vraiment pas déçu. C'est la French Montagnard, là, que ce soit le short ou le t-shirt, très content. La veste impair, j'ai utilisé la Red Light parce qu'elle est plus légère que la Storm Pro 3 de chez Simalp, qui est très très bonne. La Storm Pro 3 de chez Simalp, c'est le meilleur rapport qualité-prix que je connaisse, mais j'avais une Red Light qui est plus légère, et comme il n'y avait pas de pluie, euh, j'ai préféré prendre celle-ci. Elle m'a bien servi la nuit pour apporter une petite couche de chaleur en plus. Et puis surtout le côté aussi coupe-vent qui était très bon. Chaussettes Compressport. Là aussi c'est pareil, très content à chaque fois. Ce trio NOC, chaussettes Compressport, chaussures Salomon, Genesis ou Slab Ultra 3. Moi j'ai aucune ampoule, zéro ampoule. Sur 35 heures de course, aucune ampoule. Les bâtons qui m'ont lâché aussi. Alors là, c'est une erreur de ma part. En fait, je vous disais que j'avais fait un petit somme donc quand je m'étais couché en vrac là sur les dalles juste avant d'arriver au Contamine, donc au col du Joli. Et bien, quand je me suis couché en vrac ces dalles en bois, j'avais pas détaché mes bâtons qui sont accrochés à ma ceinture Compressport. Et, et en fait, il y en a un qui a cassé. J'ai vu en fait un petit bout de plastique par terre. Je me suis dit que c'était pas à moi. Et en fait, au Contamine, quand t'as le pétard qui commence, tu veux sortir tes bâtons. Ah tiens, ils, ils sont cassés. Mince. Donc bon, bah, tant pis. J'ai fait 100 bâtons sur la fin de la course. Mais sinon, ils sont très bien. C'est les TSL Outdoor Carbon Core 4. C'est des bâtons qui m'accompagnent depuis mon premier ultra en 2012. Voilà. Donc non, pas 2012. 2000, je sais plus combien. 2015 peut-être. Non, en 2022. J'ai commencé à courir en 2015. 2018, peut-être. Ouais, ça fait 4-5 ans que je les ai. 2018, 2019 peut-être. 3 ans. Bon, je sais plus. En fait, depuis mon GRP, depuis le Grand Raid des Pyrénées, vous regarderez sur YouTube, ça vous fera une petite vidéo sympathique de mon premier ultra. Euh, donc moi j'en suis très content d'ailleurs, je vais sûrement reprendre les mêmes. Donc ça c'est pour le matos, frontal on en a parlé, le haut on en a parlé, le bas aussi. Et puis si vous voulez plus d'infos sur le matos que j'ai utilisé, j'en ai fait une vidéo sur YouTube. Voilà, et écoutez, j'espère que ce débriefing de la TDS vous a plu. En tout cas, moi, c'est une course que je vous invite à aller faire si vous le pouvez, de bien la préparer, de préparer ces courses de l'UTMB qui sont des courses magnifiques, magiques. On peut dire tout ce qu'on veut sur l'UTMB, n'empêche que ce sont des vraies fêtes, des vrais rassemblements où on détecte une énergie autour de ce sport du trail que j'ai jamais connu ailleurs. Il y a des énergies différentes, mais celle-ci, je l'ai vue que là. J'ai pas fait tous les endroits, mais pour l'instant, je l'ai vue que là, et je suis pas le seul à le dire. Donc, c'est un endroit qui mérite d'être visité, même pour aller palper un peu l'ambiance de Chamonix à ce moment-là, de voir tous ces passionnés de notre sport qui sont réunis au même endroit, au même moment. C'est génial. Moi, j'ai adoré. Je vous dis merci. Merci beaucoup pour votre fidélité sur le podcast. Merci beaucoup pour m'avoir posé toutes vos questions, de m'avoir soutenu aussi pendant ce trail-là. Merci aussi d'accepter, personne n'a râlé, que des pubs apparaissent sur le podcast, ce qui permet au podcast de continuer d'exister parce que maintenant je vis grâce à ça, c'est mon métier et puis ça vous permet d'avoir tout ce contenu avec ces invités inspirants, enrichissants, ces experts qui interviennent sur le podcast, tout ce contenu-là gratuit. Merci à tous encore une fois pour tous vos messages très nombreux.
Encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus. Le podcast, c'est un média qui n'est pas viral, c'est-à-dire qu'un algorithme ne peut pas mettre en avant comme ça, comme une vidéo YouTube, TikTok, Instagram, et faire des millions de vues. Le seul moyen de faire connaître un podcast, c'est le bouche à oreille. N'hésitez surtout pas à le faire avec mon podcast. Ça m'aide vraiment, vraiment, vraiment énormément de parler du podcast, de le partager en story quand vous écoutez. Moi, je repartage toujours. Merci à tous. On se donne rendez-vous pour d'autres émissions. Il y en a plein de belles à venir. À bientôt. C'était François. Bye bye.